Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Jeunesse, culture, vie locale, débat. Votre émission radio, y a rien à voir. Bonjour et bienvenue dans Y a rien à voir, votre rendez-vous jeunesse, culture et débat. La Dream Team au micro, moi, Annette, et mes chroniqueurs Pierre et Victor. Bonjour. Salut. Salut Annette. Aujourd'hui, on va parler d'art et pour ceux qui n'ont pas deviné par la parole forte et argumentée de mes chroniqueurs, tous les deux ont étudié le droit. Mais est-ce que vous avez un côté artistique, Victor ? Ouais, moi j'ai fait de la batterie pendant 16 ans et j'ai étudié un petit peu la musique sous plusieurs formes aussi. Et Pierre ? Je pense, oui, parce que réussir à enfumer mes profs avec le peu d'informations que j'en mettais dans mes copies, ça relève de l'art. C'est vraiment un art d'être un fumiste à ce point, donc je pense que j'ai un petit côté artiste, ouais. Mais tu fais aussi la danse maintenant ? Aussi, oui, si on veut être un petit peu plus terre à terre, je fais aussi de la danse de salon et j'en fais beaucoup, donc on peut dire que c'est mon côté artiste. Super, j'ai hâte de découvrir notre débat du jour et également avec nous dans le studio, notre grand invité du jour ici pour parler aux normes d'art, l'artiste et sculpteur strasbourgeois David Hurstel. Bienvenue David. Bonjour, bienvenue Annette. Merci à moi. Merci d'être venu. Dans quelques instants, on va retrouver David pour découvrir un petit peu plus son parcours, mais avant ça, voilà le thème du jour. Si l'art est vital, pourquoi est-ce que beaucoup s'en détournent ? Et quand il s'agit de son fonction sociale, est-ce que ça peut vraiment sauver le monde ? Quand on fait une commande chez un artiste pour faire un dessin sur un mur, dans un quartier défavorisé, ou quand on installe un bain rose pour la cause d'un cancer du sein, est-ce que ça sert à quelque chose autre que le portefeuille de l'artiste ? Ou peut-être un petit prime pour l'idée géniale de la personne en charge de la circulation de l'argent. Est-ce qu'un dessin sur un mur peut rendre la vie des gens qui vivent avec peu d'argent ou sans sécurité plus riches ou mieux placés? Et aussi, est-ce qu'il ne serait pas mieux de planter un arbre pour sauver le climat au lieu de dessiner avec des couleurs qui sont probablement pas recyclables? Et surtout, qui sont ceux qui se battent pour l'art aujourd'hui? Ceux qui l'utilisent comme une source de revenus. Et si on investissait les 25 millions qui viennent d'être donnés à une galerie d'art à Strasbourg ailleurs? Peut-être dans le développement des pistes cyclables, les améliorations des conditions de vie de nos retraités, dans la modernisation des services publics pour que ça prenne seulement 3 mois au lieu de 6 pour recevoir sa carte vitale. Vous savez, pour que ça sert à quelque chose. Voilà des questions. Et heureusement, avec nous aujourd'hui, pour défendre la cause d'art et nous aider à répondre aux certaines de ces questions, nous avons l'artiste David Hurstel. Dans quelques instants, nous allons découvrir son parcours. Restez avec Y a rien à voir. Jeunesse, culture, vie locale, débat. Votre émission radio, Y a rien à voir. Alors, David Hurstel, notre invité du jour sur Y a rien à voir. Pour commencer, pourriez-vous, dans quelques phrases, nous décrire votre parcours artistique? Alors, donc, c'est David Hurstel, ouais, c'est ça, c'est bien mon nom. Je suis sculpteur plasticien et puis j'interviens depuis beaucoup d'années dans des espaces urbains avec des gens dans des espaces dont on dirait qu'il y a une mémoire collective, c'est-à-dire des banlieues, des quartiers, des rues où les gens ont la parole et à partir de cette parole, on crée des œuvres artistiques. Et si vous devrez nommer des œuvres artistiques dont vous êtes le plus fier, est-ce que vous pourriez nous donner quelques-unes? C'est difficile, je suis fier d'à peu près de tout ce que je fais. Mais il y a plus ou moins de réussite dans ce qu'on met en place, parce qu'à chaque fois qu'un artiste doit faire un projet, il est toujours confronté justement au pouvoir public. Et comme vous le disiez avant dans la proposition, tout ça n'est pas incompatible. Planter un arbre, c'est un geste qui va aussi qui peut se faire dans le domaine artistique, c'est-à-dire qui peut s'embellir, etc. Ça fait partie aussi d'une conception artistique de l'urbanité. Donc oui, il y a plein de choses à faire. Et par exemple, l'édicule Faubourg de Pierre qu'on a mis en place avec le Parlement des Arts, qui se trouve Faubourg de Pierre, quelque chose qu'on a changé, qu'on a travaillé, qui était avant une ancienne toilette publique. Alors, je ne sais pas si vous voyez où est le Faubourg de Pierre, rue de la Nuée Bleue. Quand vous passez, il y a une petite maison en briques. Et on s'est dit, tiens, il faut faire quelque chose. Alors, c'est un concept que j'avais mis en place il y a une vingtaine d'années qui s'appelle les livres, lieux d'intégration visuelle.
C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut changer un espace à travers la mémoire du lieu, à travers la parole des habitants. Donc, on est allé faire des recherches avec les gens, etc. On est allé parler avec eux. Et on s'est rendu compte qu'avant, cette pissotière, qui s'appelait avant encore un cabinet d'aisance, joli mot, ou un chalet de nécessité, c'était comme ça qu'on les appelait, était en fait ce qu'on appelle une Zollamt à l'époque, c'est-à-dire un endroit où les gens payaient le sou pour rentrer dans l'hypercentre de la ville. Donc, on payait les impôts, quoi, grosso modo. Et donc, du coup, c'est resté fermé pendant 15 ans parce que c'était un lieu de rendez-vous des travestis et de plein de gens. Et il y a eu une espèce de... il y a eu un crime, en fait, passionnel dans ces pissotières. Et ils sont restés fermés. Nous, on s'est dit, voilà, il faut faire quelque chose. On a travaillé avec les gens, on a discuté. Et on a décidé de faire une espèce de petite vitrine qui serait mise en place avec les artistes. Tous les 3 mois, un artiste expose à l'intérieur. Et on tenait compte de la parole des habitants. Donc, le démarrage, c'était avec les habitants, des photos, etc. Et pourriez-vous nous dire quel est le meilleur et le pire aspect dans la profession d'un artiste? Non, mais en fait, l'art, c'est complexe parce que d'un côté, il y a une spéculation énorme. Il faut gagner plein d'argent où il y a 2% des artistes qui en vivent trop bien et on joue sur des milliards, voire des millions. C'est l'objet ultime, l'œuvre d'art. C'est plus que le design, c'est plus que tout. C'est un seul objet qui peut valoir 100, 200 millions parce qu'on spécule dessus, on revend et on rachète. Mais ça fait pas partie pour moi du champ artistique intéressant. Ce qui est intéressant dans l'art, c'est le partage, la capacité de se poser des questions, d'évoluer, d'aller vers des choses nouvelles qui vont nous permettre de verbaliser, de se comprendre, de rendre le monde culturel plus chaleureux, plus ouvert. Vous travaillez dans plusieurs domaines d'art. Vous faites la sculpture, la peinture. Quel d'autres domaines est-ce que vous utilisez et quel est votre préféré? Alors, je ne suis pas un très bon peintre, mais je suis un bon sculpteur. Je travaille le marbre. J'ai travaillé pendant 3 ans. J'étais dans une école du marbre en Italie pendant 3 ans, quand j'avais 17 ans. Puis après, quand j'avais 17 ans, après, je suis allé aux Arts Déco à Carrare. Et comme j'étais baigné déjà dans le théâtre et dans ces différents aspects-là, pour moi, ça suffisait pas. Il fallait que l'œuvre d'art s'ouvre aux autres, mais pas pour l'ouvrir aux autres. Moi, je faisais mon parcours, mais comme j'étais dans un milieu un peu théâtral, etc., je me suis dit, ce qui serait intéressant, c'est de changer le regard des gens. C'est-à-dire que quand vous venez, vous dites, ah, je vais voir une œuvre d'art. Donc, vous pensez que vous allez dans une galerie, vous allez voir l'œuvre, vous allez aimer ou pas aimer, puis vous allez repartir ou vous allez l'acheter. Ce qui est intéressant, c'est de travailler avec les gens, transformer l'espace en fonction de la mémoire et de l'histoire de cet espace. Et si vous voulez, à partir de là, on crée une œuvre. C'est ce que je fais. Et donc, cette œuvre-là se mêle à l'imaginaire collectif. C'est ça qui est intéressant, puisqu'on change le processus. Et question un petit peu bête peut-être, mais quelle est votre couleur préférée? J'aime bien le bleu, j'aime bien le jaune et le vert. Parce que ça me fait penser... J'aime bien les pamplemousses. Très bien. Et D'accord, pourquoi pas. Et alors, lors de vos projets, on appellerait ça les projets que vous avez faits dans le banlieue des projets sociaux. Oui, c'est des projets qui sont en rapport avec les autres. C'est un gros problème avec ce regard de l'art, c'est que d'un côté, vous avez ceux qui disent « Ah, ben attendez, si vous êtes un artiste et que vous avez travaillé avec des gens, vous faites du social, vous ne faites pas de l'art. » Et puis, si vous travaillez dans l'art, alors vous êtes considéré, uniquement dans les galeries, etc., et dans le truc, alors là, c'est parfait, vous êtes dans le bon créneau. Je crois pas du tout à ça. Je crois que l'art est beaucoup plus ouvert que ça. D'ailleurs, il y a des gens qui ont pris tout seuls, ceux qui ont commencé à faire des graphes et des tags dans les rues depuis les années 80. Ils sont maintenant exposés dans des galeries. Donc, tout est ouvert et à chaque époque, chaque décennie, des nouveaux concepts se mettent en place. Des fois, on met du temps à les comprendre, mais voilà, c'est des nouvelles choses qui se mettent en place à chaque fois. Bien, le Dream Team, j'ai l'impression qu'on va avoir un bon débat aujourd'hui. Merci toujours. David. Et je pense que c'est un bon moment pour lancer le débat et on va le commencer avec la question présentée par Victor. Engagé, courageux et impétueux, Leroy Jenkins n'a qu'à bien se tenir. Avec Victor, il n'y a rien à voir.
On a tous déjà passé un moment à table dans un repas de famille quelconque, d'une famille quelconque, dans une ambiance quelconque, avec des discussions quelconques. Et souvent, entre le fromage et le dessert, on se met à parler de sujets un petit peu moins quelconques, comme la politique, l'immigration, l'affaire Polanski, et tout autre sujet qui tend au lancer de vaisselle à la fin du repas. Mais avant ça, il faut bien meubler un peu, et c'est là qu'intervient le sujet préféré de nos bonnes ménagères bien françaises, et quelconques, bien entendu, l'éducation de leurs enfants quelconques. Ah, moi, mon fils, je l'ai inscrit au foot, c'est bien qu'il fasse du sport. Ah bah le mien, je l'ai mis au tennis, c'est quand même moins débile que le foot. Bref, Karen, son truc pour Kevin, c'est de le faire courir assez pour qu'il soit trop fatigué pour foutre le feu à la maison. Mais il y a toujours une ou deux mères qui résistent encore et toujours aux pratiques sportives et qui rêvent que leurs enfants deviennent des artistes. Alors là, par contre, c'est festival. Moi, je l'ai mis au dessin, à la peinture, à la sculpture, et puis le mardi, c'est solfège pour qu'il s'entraîne avec son violon, et puis après, c'est macramé pour garder le travail manuel, et puis le jeudi, c'est poterie, et puis vendredi, c'est batterie, parce que tu sais, s'il n'a pas une formation artistique complète, ça lui servira à rien. Bref, vous voyez le tableau, de quoi provoquer une bonne indigestion à un pauvre gamin qui voulait juste faire poète-poète avec sa trompette. Bon, prenez le même enfant 10 ans plus tard, il a évidemment tout arrêté parce qu'il a tout vomi, le voilà qui veut plus rien faire et qui surtout ne s'intéresse plus à l'art. D'un autre côté, on a aussi ceux à qui on n'a jamais appris que l'art existe et nous voilà rendus avec une génération de gens qui, pour la majorité, ne sait pas qu'avant d'être un modèle de Citroën, Picasso était peintre. Voilà, plus personne s'intéresse à l'art, les musées sont sous-subventionnés, on n'a plus de quoi les faire tenir debout, on n'y voit plus l'intérêt, l'art se perd, l'art se meurt et bientôt on sera plus qu'une bande de débiles qui ne savent que faire poète-poète avec leur trompette. Bon, est-ce que c'est si vrai que ça ? En fait non, c'est complètement faux. C'est même stupide de dire ce que je viens de dire. Parce que l'art, c'est pas juste les arts classiques. Déjà, on en a 7 d'art, enfin officiels, parce que selon comment on est tourné, ça change tout le temps. On en a 8, 9, 10 et même plus qui sont apparus et qui apparaissent tous les jours. Tiens, allez, bonne phrase de con pour commencer. Les jeunes de cité ne s'intéressent pas à l'art et ils foutent le bordel dans les musées. Alors oui, peut-être que Rembrandt et Van Gogh, ça les transcende pas, mais ils ont à nous rétorquer le rap, le graphe, le hip-hop, le scratch, le slam, qui sont tous une forme d'art visuel, musical ou monumental, et nous, on est rendu avec nos classiques qui commencent quand même à nous ennuyer un petit peu. Ce qu'on regrette en fait quand on dit que les gens ne s'intéressent plus à l'art, c'est qu'ils ne s'intéressent plus au vieil art, à celui qui est déjà présenté comme bon, celui qui n'a plus de surprise, qui n'est plus voué à évoluer. Encore et toujours, c'était mieux avant. Et même si c'est très bien d'observer notre passé, osons nous aussi nous tourner vers l'avenir. Et l'avenir, ce sont nos enfants. On va faire dans le pathos bien gras, histoire de terminer correctement. Petite question pour vous, monsieur. Doit-on imposer l'étude de l'art à nos enfants ? Jeunesse, culture, vie locale, débat. Votre émission radio, y a rien à voir. Merci beaucoup Victor pour cette chronique. Alors David Hurstel, voilà la question est posée. Doit-on imposer la découverte de l'art à nos enfants ? Je vois que c'est une émission un peu polémique, c'est bien, ça fait bouger un peu les trucs. Je trouve que oui, parce que en fait, l'art, c'est pas que... Enfin, le problème, c'est d'être intéressé. C'est comme tout, que ce soit de la philo, des maths ou de l'art. Si vous n'avez pas le bon prof, si vous n'avez pas la bonne personne qui vous fait aimer quelque chose, ça sert à rien. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi on a envie de faire des choses, raconter des choses, que ce soit du théâtre, de l'art, enfin l'art, la peinture, qu'on a envie d'exprimer des choses. C'est ça le plus important. Si on arrive à les faire, on a la route libre, le champ libre, peu importe l'école d'ailleurs. Moi, je pense que l'école ne devrait pas louper ça parce que en fait, l'art, c'est très étroitement lié à la culture, à l'échange et à la capacité de renouveler notre mode de vie, notre imaginaire dans le monde. Si on supprime ça, alors on va quoi ? On va faire tous des matheux et des gens qui font du marketing. Je ne vois pas l'intérêt. Si on manque ça, on va être complètement formaté. Et l'art permet aussi cette libération, cette liberté de raconter, de dire des choses sans tous les tabous moraux, sociaux qui existent. On peut en jouer, on peut mettre, j'allais dire, des hommes et des filles à poil, on peut le faire dans l'art. Maintenant, vous allez sur YouTube, vous avez une nana les seins à l'air ou un mec à poil, vous le verrez pas. Donc la question de l'art, elle reste vachement importante par rapport à la liberté d'expression. Alors, on répond, Pierre ? Non, c'est plutôt une question. Vous faites mention de l'éducation et d'intéresser les jeunes à ça. Est-ce que vous-même, vous avez déjà eu envie d'être prof ou alors de monter un projet pour permettre justement aux jeunes d'avoir une approche différente de l'art, pas uniquement en faisant une exposition ou quelque chose, mais vraiment un projet sur le long terme, en une classe ou des séminaires où vraiment des personnes qui sont pas
classiquement, socialement prédestinés à apprécier l'art tel qu'on l'entend, puissent se rendre compte, bah ouais, en fait, comme a dit Victor, bah, Picasso, il a fait ça, c'est quand même stylé. Ah ouais, les tableaux, c'est sympa, les flamands, voilà, c'est pas qu'une chanson de Jacques Brel. Est-ce que vous avez déjà eu cette envie, cette vocation, et sinon, pourquoi? David? Bah oui, bien sûr, j'ai travaillé pendant 15 ans dans des CLIS, des CLAD, qu'on a des enfants avec des difficultés dans les banlieues du Neuf. Donc, j'ai travaillé dans des prisons, prison de Villepinte, j'ai travaillé à l'hôpital de Haute-Pierre où j'ai fait des installations. Donc, ces milieux-là ils sont très intéressants parce que justement, les gens ont beaucoup de choses à raconter. Moi, je vais vous donner 2 exemples rapidement. Un qui était très fort, qui était à Neuhoff, à Reuss. C'est une école, un semi-pensionnat, c'est-à-dire que les enfants venaient le matin et repartaient le soir dans des conditions très difficiles. Et je vais vous donner un exemple un peu dur, parce qu'après tout, faut le faire. Je suis tombé sur un enfant qui travaillait, ils avaient 8 ans, hein. Donc, je leur donnais un morceau de béton cellulaire, je leur apprenais les bases de la taille de pierre. Et il y en a il y en a qui était super doué, en fait, parce qu'on n'a pas toujours la notion de 3 dimensions quand on tape la pierre. On dit, mais qu'est-ce que je fais? Je tape, et puis il se passe rien. Puis il y en a un qui m'avait réussi à me faire une gargouille, parce que le thème c'était les gargouilles, les monstres et tout. Ils aimaient bien ça, les enfants. Donc je vais faire des monstres. Et tout d'un coup, il commence à me faire des croix gammées partout sur le. J'en prends souvent cet exemple-là par rapport justement à l'idée de l'art, ou à quoi ça sert l'art. En fait, je lui dis, mais qu'est-ce que t'as fait là? C'était bien ta gargouille, mais il y a des croix gammées dessus. C'est le symbole nazi? Oui. Mm. Et en fait, il l'avait fait totalement naturellement, il s'était pas rendu compte. Et je lui dis, mais d'où ça vient? Il me dit, oh, bah, chez moi, il y en a partout, au-dessus de la cheminée, etc. Donc, Oui, c'est bien. Oui, conditions difficiles, vous avez dit, ouais. Je Plot comprends mieux, ouais. twist. donc quelque chose qu'il avait jamais dit à personne. Mais parce qu'il n'avait pas verbalisé, il n'avait pas parlé comme on le fait là maintenant, mais il avait juste fait dans la matière, il avait libéré l'acte de faire, et il avait fait passer tout ce qui lui avait touché, tout ce qui était à l'intérieur de lui-même. Il avait conscience, enfin même sans avoir vraiment conscience de ce que représentait la croix gammée le nazisme, mais que il a dit oui, enfin je pense que ses parents du coup, s'il les mettait au-dessus de la cheminée, c'est ses parents qui avaient choisi, ses parents essayaient de lui transmettre cette idéologie ou... Ouais, j'imagine. Ouais. Mais J'imagine. il vous a dit, oui, il essayait de me dire apparemment les juifs c'est de la merde, ce genre de- Non, il avait 8 ans. Ok, donc ouais. Il avait juste la notion de savoir que ça traînait, mais qu'il fallait pas trop en parler, quoi. C'est parce que sans doute, on lui avait dit de pas en parler. Donc moi, non, mais c'est vraiment un des exemples pour Ok. dire que voilà, moi j'ai transmis quand même à la directrice cette forme. Et voilà, après, c'est pas de mon ressort, mais moi, le dialogue que j'ai eu avec lui, c'était d'abord qu'il avait une notion de 3 dimensions très forte. Il avait envie de raconter des choses, et puis ce qu'il racontait là, tout d'un coup, c'est dire voilà, avec l'art, on peut dire des choses qu'on ne peut pas dire dans le quotidien. C'est-à-dire que des traumatismes ou des choses difficiles, tout d'un coup, vont permettre de s'exprimer parce qu'on est libéré de toute influence, quoi. Mais quand il s'agit des enfants dont les parents, nous disons dans les circonstances normales, voire bonnes, et dont les parents se demandent quoi faire avec eux, et un petit peu en revenant de la chronique de Victor, est-ce qu'on devrait les forcer ou les encourager très fortement à découvrir l'art? Quoi faire si l'enfant n'a pas envie tout de suite? Est-ce qu'on devrait arrêter, David? Non, mais c'est le problème de l'école. C'est le problème d'aimer. Moi, je suis fondamentalement, je trouve que dans les écoles, on devrait supprimer les notes déjà, et on devrait donner la possibilité, surtout aux enfants les plus jeunes, juste à avoir le plaisir d'apprendre et de comprendre quelque chose par le jeu. C'est le jeu qu'ont besoin les enfants. Le jeu de faire de la couleur, de se jeter de la couleur dessus s'il le faut, sans avoir 100 trucs de sécurité derrière nous. Enfin voilà, c'est ça qui est important. C'est d'abord l'aspect du jeu. Il y a un philosophe, un écrivain, Winnicott, qui parle du jeu comme de la construction dans l'imaginaire de l'enfant, dans la conscience de l'enfant. Et sans jeu, le jeu, c'est une vraie éducation. Ça manque beaucoup dans les écoles et on ne fait pas cet effort-là parce qu'on est dans un monde de compétition. Donc il faut qu'on note très tôt. Mais alors, du coup, on perd tout intérêt aussi, par obligation, au plaisir d'apprendre. Mais est-ce que rendre l'art scolaire, c'est pas un peu aussi lui faire perdre de sa superbe? Est-ce que l'enfant, en accédant à l'art par un autre moyen que celui de l'école qui lui est imposé, il pourrait pas s'y intéresser plus et se développer justement dans ce cadre-là? Oui, mais enfin, il passe 8 heures par jour, quasiment 6 heures par jour à l'école.
le temps, l'art fait partie d'une composante de la vie, enfin de ce qui est de la vie, de la vie de tous les jours. Après, oui, c'est 6 heures, il faut qu'il fasse ses cours. Enfin, je veux dire, euh, est-ce qu'il a encore le temps de faire quelque chose, ce pauvre enfant, avec tout ce qu'on lui donne à apprendre? Mais pour ne pas, si on juste laisse l'enfant jouer, c'est pas exactement la même chose que si on le conditionne pour devenir un génie. Parce que moi, j'ai passé 10 ans dans l'école de musique. Bon, je n'ai pas devenu génie, mais on nous a appris que pour que ton art sert à quelque chose, il faut bosser sur ça chaque jour. Et il faut s'améliorer et il faut avoir des notes. Je pense aussi à Mozart, dont le père lui fait Ouais. jouer le piano chaque jour, chaque jour. Et ça peut rendre l'enfant complètement... il peut détester l'art, Névrosé. mais ça peut aussi faire naître un génie. Du coup, comment est-ce qu'on fait ce choix? Est-ce que c'est mieux de ne pas forcer pour éviter l'éventuel rejet de l'art, ou est-ce qu'il y a peut-être un indice qui pourrait faire en sorte qu'il faut Il faut continuer? déjà arrêter de vouloir de faire ses enfants des génies. Déjà, c'est la bonne base. Et puis, déjà, que ça devienne un enfant tout court, qui apprenne et qui a le plaisir d'apprendre. C'est la première des choses. Encore une fois, on retombe dans le monde de la compétition, de dire « Ah ouais, je suis plus intelligent, je suis plus fort ». C'est pas comme ça que... Enfin, je suis sans doute pas le seul à le penser, mais il y en a d'autres qui le pensent. Mais je pense pas que dans ce monde-là... c'est ce qui nous fait avancer, qui fait avancer l'humanité, la capacité à l'autre, l'écoute de l'autre et la capacité à s'élever, à aller vers des choses plus belles, à des meilleures classes. Moi, je pense que la compétition, c'est bien d'un peu de compétition, comme dans les jeux. Il faut qu'on se pousse parce que ça nous fait bouger les neurones, je suis d'accord. Mais il faut pas oublier qu'on le fait pour apprendre, pour soi, pour avoir un vrai plaisir à le faire. Et ce plaisir-là, après, il doit s'inclure dans quelque chose de plus de social, avec des fois de la souffrance, de la difficulté, ça, on n'y échappe pas. Mais faut pas vouloir faire de ses enfants des petits génies. C'est pas... Enfin, je sais pas, moi. Déjà, si on arrive à être à peu près normal, c'est déjà pas mal. Parce que ça fait Mozart, ça en fait un gros névrosé. Enfin, ça fait plein de gens très névrosés qui sont devenus à moitié autistiques. C'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Et de côté de l'enfant, si par exemple on se retrouve un jour à adorer un type d'art qui n'est pas reconnu par nos parents ou par notre prof de l'art. Je pense par exemple au manga, quelque chose que beaucoup de mes amis ont aimé et qui n'était pas considéré comme un vrai genre d'art, ou les BD. Comment est-ce que c'est les enseignants qui devraient modifier le cerveau, ou est-ce qu'on devrait apprendre aux enfants de continuer? Comment est-ce qu'un enfant gère ça, que son genre d'art préféré n'est pas reconnu par les adultes? Oui, alors par rapport au manga, effectivement, on peut, ouais, il y en a qui se disent, mais c'est vrai, on lit de gauche à droite, de droite à gauche, on commence à changer un peu notre système, c'est marrant comme truc. Mais normalement, enfin moi je pense que tout parent normalement constitué devrait épauler son enfant quand il aime quelque chose, point. C'est pas, si on voit son enfant en pensant déjà à ce qu'il va vivre dans 20 ans, est-ce qu'il doit être dans 20 ans, s'il doit être médecin ou juriste, enfin un truc qui doit faire rapporter de l'argent. On n'est pas sorti de Maubeuge, comme dirait l'autre. Hein. Victor? Comment, à partir de quand une pratique peut devenir un art, en fait? C'est une question peut-être un petit peu rhétorique, un peu idiote, mais comment fait-on pour reconnaître qu'un art est un art? Parce que si on se place sur les critères qu'on a aujourd'hui par rapport à une académie quelconque qui aurait dit quelque chose, certaines choses sont des arts, certaines choses n'en sont pas. On prend par exemple la peinture, qui par rapport à la BD ou au manga est un art, alors que les autres ne le sont pas. Alors qu'au Japon, par exemple, justement, le dessin du mangaka, c'est celui qui est fait par un artiste et non pas un artisan. Et justement, au début, à l'époque de Rembrandt, par exemple, les arts et les peintures
peintures étaient fabriquées en atelier par une équipe. Ils étaient 15 à travailler sur le même tableau. Alors il y avait certains maîtres, mais ils étaient considérés comme des artisans. C'était des commandes qu'on leur faisait, notamment les églises, etc. Et donc ils n'étaient pas considérés comme des artistes, ils étaient même plutôt en marge de la société. Donc à partir de quand peut-on dire que quelque chose devient un art? C'est parce qu'on l'aime? C'est parce qu'il y a des puissants qui le déclarent comme un art, ou il y a autre chose? Ouais, c'est une bonne question. Là où commence l'art, là où il termine, c'est toujours assez. C'est comme le problème de l'art et de l'artisanat. Mm. Un bon artisan, moi qui suis sculpteur aussi, qui ai une formation de soudeur, mais aussi de sculpteur artisanal. Aussi, je sais refaire des Donatello, des Michel-Ange en marbre ou en pierre. Mais si, à partir du moment où je reproduis exactement l'œuvre que j'ai vue, ou comme un musicien qui reproduit une œuvre de Mozart et qui va l'interpréter, mais à sa manière. Donc le musicien devient un artiste à partir du moment où il va changer un petit peu ce qu'il entend de cette musique, et donc il va copier quelque chose, mais il va le changer. Donc le fil est ténu entre les deux. Et à partir du moment où tout d'un coup, moi, je recopie une œuvre d'art et puis je la transforme. Bon, on va donner un exemple. Il a 2 oreilles, je vais lui en mettre une 3e au milieu du nez. Bon, là, j'ai fait une œuvre d'art. Bon, ça ne veut pas dire... c'est pas le meilleur exemple, mais ce que je veux dire par là, c'est que du moment la technique ne sert qu'à alimenter quelque chose qui va être de l'ordre de l'imaginaire, qui va... exprimer quelque chose d'intérieur, ou enfin de sa vision du monde. Peu importe les moyens, peu importe les objets qu'on va utiliser. Moi, j'ai fait des choses très classiques, assez figuratives, mais j'ai fait des choses très contemporaines. Et je considère que c'est de l'art aussi. Parce que, en fait, à partir du moment où on détourne un objet, alors pas n'importe quel... Bon, il faut reprendre... Bon, je vais pas... Mais il faut reprendre l'histoire de l'art à partir du Pissoir de Duchamp, que vous devez connaître. On va en parler juste après. Ouais, d'accord. Okay. Bien, c'est un bon moment pour prendre une petite parenthèse. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous écoutez l'émission Il n'y a rien à voir. Et aujourd'hui, avec nous, c'est l'artiste strasbourgeois David Durstel pour parler de l'art. Mais maintenant, on va se tourner vers notre ami lointain, Corentin, qui nous a préparé une petite parenthèse. J'aimerais ouvrir une parenthèse. C'est au sujet de Potes. On est dans l'espace. Je ne répondrai pas à cette question, monsieur le sénateur. La parenthèse, présentée par Comment Flindiez. Bonjour et bienvenue dans votre émission La parenthèse sur France Cultivation. Aujourd'hui pour parler de ce vaste mais néanmoins fabuleux thème qu'est l'art. L'art avec un grand A, l'art sous toutes ses coutures, et parlons un peu du 7e art dans cette émission spéciale où nous allons revenir sur quelques chefs-d'œuvre méticuleusement choisis par nos chroniqueurs autour du thème ces œuvres d'art qu'il faut absolument réhabiliter. Alors je me tourne vers mon premier invité, Jean-Louis Mocassin. Vous êtes cinématologue, critique cinéma chez Télérama et docteur en free fight. Alors premièrement, quel film voudriez-vous évoquer aujourd'hui ? Eh bien, mon cher Cobanflin, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'un film méconnu du cinéma français. Il s'agit du film, du chef-d'œuvre Souvenir de 4 saisons. Eh bien, on écoute la bande-annonce et on en parle juste après. Ah, je suis tout seul. Encore. Belle soirée. Hein. Tiens, je la connaissais pas cette étoile. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Je sais pas. Je suis libre. Je suis libre, mais à quel prix ? Allez, un dernier pour la route. Encore une journée de perdu. Chaque jour, la mort s'approche un peu plus. Ah, quelle vie. Putain, j'ai presque plus de dentifrice. Au moins, ce tube en a fini avec la vie, lui. Ah, le vénard. C'est bluffant. Et vous avez raison, c'est bluffant, c'est bouleversant. Rien que ce que l'on a entendu, ça dit tout. C'est un film bouleversant sur l'émancipation de l'individu, sur son surlui. C'est l'extirpation de l'humanité dans ce qu'elle a de plus banal. Alors quelque part, c'est un film postmoderne dans son rapport à la fiction, mais profondément inspiré de l'école du néoréalisme italien de Zavattini dans les années 40. D'ailleurs, le réalisateur Michel Stupalacci, d'origine italienne, a donné une interview en Italie. On l'écoute tout de suite. Je crois que ce film est une des plus grandes œuvres de l'histoire du cinéma moderne.
Elle est comme un gâteau que l'on mangerait bien. Tous les gens qui n'ont pas compris le film ou qui disent qu'il n'est pas bien, je n'ai qu'une chose à leur dire, allez vous faire cuire un œuf. Voilà effectivement un message poignant de ce réalisateur. Je me tourne vers vous, monsieur Scupa Balavacci. Avez-vous un autre conseil cinéma, peut-être une réhabilitation express dont vous voudriez nous faire part? Tout à fait, il s'agit d'un film en particulier, un chef-d'œuvre du cinéma français, un petit bijou qui s'intitule La Cambrioleuse. Alors c'est un film réalisé par Fred Coppola et sorti en 2002. Alors je dois vous le dire tout de suite, vous le confessez, la déception vient principalement d'un scénario absolument dépossédé de toute fantaisie narrative. L'histoire se tient bien, mais quelque part c'est dans la manière de raconter l'histoire où ça pêche. C'est un peu l'héroïne aux mille et un visages selon l'expression de Joseph Campbell. Mais les plans sont absolument somptueux, la lumière est absolument magnifique, notamment cette scène où la cambrioleuse s'assoit sur un canapé avant que le... Merci Scupa, je pense qu'on peut s'arrêter là. En tout cas, merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine, et je referme la parenthèse, bien sûr. Jeunesse, culture, vie locale, débat. Votre émission radio, y a rien à voir. Merci à notre ami Corentin pour ce petit détour dans le monde du cinéma. Est-ce que vous avez aimé les invités? Ah mais bien sûr, Corentin a toujours les bonnes références, donc je pense qu'on était tous d'accord pour dire qu'il y a eu un petit hommage aux inconnus, notamment Monsieur Stupalacci, voilà, qui est un... Il a oublié de dire bouleversifiant. Il a dit bouleversant, c'est pas bouleversant. C'est quoi? C'est un modeleur d'espace, c'est un déconstructeur intemporel, je sais plus ce que font les inconnus, mais... J'ai une question pour vous. Quel est votre film préféré, David? Je connais celui-là. Blade Runner, c'est un truc qui m'avait vachement touché à l'époque, le premier. Vous avez vu? Ah oui, bien sûr. Moi, non. Victor? Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Parce que pour faire rire des gens comme ça, il faut que ce soit de l'art, je trouve. Ça, j'ai vu. Ça, je connais. Même en Lettonie, on regarde ce film français. Pierre? Très 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 dure question parce qu'en fait il y a tellement de genres. Ouais. C'est là si tu me demandes un film le plus épique, je te dis Le Seigneur des Anneaux parce que j'ai la chair de poule à chaque fois que je vois les chants du Pélénor et les musiques des Rohan. Tu me dis le truc qui me fait le plus rire, Kaamelott, parce que c'est la plus belle finesse d'esprit que j'ai jamais vue. Un truc avec des émotions. J'ai pleuré devant Le Dernier Samouraï, devant La Ligne Verte, devant Nous Trois ou Rien, devant La La Land. Voilà, je suis désolé mais La La Land je m'y attendais pas du tout. Je savais pas que c'est une comédie musicale, on en a le voir. Je vois la première scène, je fais oh putain, un truc de ta fiole. Je me suis trompé. Ouais, c'est ça. J'étais en train de je fais est-ce que je me casse? Je suis un bonhomme, moi. Et fin du film, je suis en train de chialer comme une merde. Donc c'est très très dur de dire un film préféré tellement il y a de genres en fait. Bon, je pense que ça veut dire que tout le monde s'est bien reposé et on est prêt à continuer notre débat. Et la question numéro 2 va être introduite par Pierre. Pas un peu con, lui. C'est pas si simple. À propos de devenir marteau, vous savez que chez moi, ça peut aller assez loin. Non, mais ça suffit maintenant. Enfin, je vous dis de la fermer. C'est quand même pas compliqué. Non, c'est moi ou il y a énormément de merde? Bon, c'est quoi le truc là? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on se batte? Alors là, il y a que la tarte dans la gueule. Je vois que ça. Ah oui? Et qui c'est qui va me la mettre? Voilà. Attaque de furie. Posons-nous les bonnes questions et ensuite jugeons. Alors avec un titre comme ça fait déjà 1 million de vues sur YouTube. Laissez-moi m'expliquer. D'abord, merci monsieur Roman Polanski. En effet, je tenais à vous remercier car grâce à vous, j'ai pu réaliser une approche sur Instagram qui normalement m'aurait été impossible de faire. Et peut-être ça va avancer, mais pour l'instant, je suis en train de me manger un vu. On en reparlera peut-être une autre fois. Alors, en vrai, pour ceux d'entre vous qui vivent dans une grotte, Roman Polanski déchaîne les passions à cause de sa victoire de 3 Césars lors de la dernière cérémonie animée par une Florence Foresti en fin de course, il faut bien le dire. Ce brave monsieur, au demeurant fort sympathique, ne l'est pas tellement puisqu'il est accusé et appelé des coupables de viol sur mineur. Il a fui les procès, bref, c'est pas bien joli, on est d'accord. Mais l'innocence ou pas de Polanski ne sera pas débattue ici. Non, déjà car c'est temporellement impossible, je n'ai que 3 minutes et je ne pourrai pas aborder tous les aspects nécessaires, la souffrance des victimes, la crédibilité donnée aux femmes, le respect des femmes. Bref, nous allons plutôt, maintenant que nous sachons ce qu'on lui reproche, nous demander si l'offuscation des gens quant à ces récompenses est fondée ou s'ils se trompent quant au rôle de l'art. Qu'est-ce que l'art ? En terminale, durant les cours de philosophie, mon prof avait posé cette question sous la forme suivante. L'art, est-ce la belle représentation d'une chose ou la représentation d'une belle chose ? Je dois dire que j'ai un avis relativement tranché là-dessus, c'est la belle représentation d'une chose. L'art est certes quelque chose de très subjectif et on ne peut pas vraiment le juger, mais à un moment, il faut dire les choses. Considérez-vous que 3 traits de couleur sur une toile, ce soit de l'art ? Considérez-vous que mettre un urinoir sur une stèle, ce soit de l'art ? Considérez-vous que non, on ne peut pas.
L'art est certes très libre et se décline en une quasi-infinité de facettes, mais il se doit de créer quelque chose de beau. L'artiste en est un lorsqu'il fait quelque chose que peu de gens savent faire. Et l'utilisation du terme artiste dans le sport représente bien cette valeur ajoutée intrinsèque au terme. Un artiste de la balle, c'est quelqu'un qui est au-dessus du lot. L'artiste, ce n'est pas le charlatan qui justifie avec des envolées lyriques la superbe de 4 cailloux qu'il a peint en violet et qu'il a posé dans un champ. Bon, l'art c'est défini, mais à quoi sert-il ? C'est avec ça que l'on saura dire si oui ou non Roman Polanski a mérité ses récompenses. Prenons le cas donc du 7e art. Est-ce que le cinéma doit simplement produire de beaux films ou bien est-ce qu'il a un rôle de dénonciation ? Un rôle de lanceur d'alerte ? Doit-il mettre en scène ce qui se passe dans la vraie vie ? Dénoncer les crimes du réel ? A-t-il ce rôle ou bien a-t-il carrément cette obligation ? Peut-on apprécier une œuvre splendide si celui qui l'a fait est une ordure ? Attention, point Godwin en approche, ça faisait longtemps. Hitler était un peintre très doué, pas assez faut croire, mais une ordure. Alors peut-on trouver ses peintures belles ou bien cela fait de nous un nazi ? Les Césars doivent-ils être une récompense de popularité ? Popularité est à prendre avec des pincettes, en ce que là, effectivement, on n'accuse pas quelqu'un d'avoir dit un petit peu fort une blague relou, on parle de pédophilie active. Cependant, si on intègre la popularité, l'image, encore une fois, deux termes à manier avec parcimonie, et qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une ordure sur ce coup-là, quand est-ce que le débat sera plus ouvert ? Je veux dire, quand est-ce que des actes commis par quelqu'un seront considérés comme révoltants et justifiant le boycott, mais tout à fait légitimes pour d'autres ? Est-ce qu'un film fait par un réalisateur ouvertement nationaliste ou anti-vegan ou anti-mariage pour tous, ou simplement impopulaire de par son arrogance, doit aussi être interdit de prix et de nomination ? Où tracer la ligne qui sépare les actes justifiant un bannissement de ceux ne le justifiant pas ? D'autre part, le film a été récompensé pour sa photographie. Est-ce mérité ? Car le réalisateur a eu son mot à dire là-dessus, sur cette partie du travail. Il est honoré également en recevant ce César. Idem pour les acteurs. Si Jean Dujardin avait été récompensé avec le César du meilleur acteur, est-ce que ça aurait été scandaleux ? Car ça veut dire qu'on récompense Polanski et sa direction d'acteur. Est-ce que récompenser Pascaline Chavannes, qui a eu le César des meilleurs costumes, c'est également récompenser Polanski car il a dû mettre son grain de sel là-dedans ? Est-ce que les maisons de production sont aussi coupables en ayant financé le projet ? Est-ce que je suis coupable si je veux voir le film et que je paye ma place ? Les questions à se dire sont: est-ce que le cinéma doit être un art neutre, où l'extra-artistique n'a pas son mot à dire, ou bien est-ce qu'il doit se faire le réceptacle des situations sociales ? Posons-nous les bonnes questions avant de juger. Je ne défends pas les actes de Polanski. Est-ce que je différencie l'œuvre de l'artiste ? Non plus. Je sais que ce film a été fait par quelqu'un qui a commis un crime, cependant cela ne m'empêche pas de dire que le film est bien. Aurais-je récompensé Roman Polanski ? Ça, je ne sais pas. Je pense que non. Car il est bien au-dessus de la ligne du débat possible. Mais que ferons-nous lorsque nous serons beaucoup plus proches de la ligne ? La censure ne se présente jamais sous la forme du mal, mais toujours sous l'attirante forme de la morale. Mais c'est en grandissant qu'elle devient la censure dictatoriale des esprits et que l'art se retrouve emprisonné par des barreaux faits de braves gens. Jeunesse, culture, vie locale, débat. Votre émission radio, y a rien à voir. Merci Pierre. Serviteur. Et David, c'est parti. Est-ce qu'on peut séparer et devrait-on séparer l'art de l'artiste ? Ouais, on peut. On peut si tu veux. Hein. Moi, ça me pose pas de problème. Mais ça dépend dans quel contexte. Mais enfin, je pense qu'une œuvre, un artiste qui fait une œuvre, alors dans ce cas-là, il y a Charlie Chaplin, il y a Gauguin, il y a même Picasso. Enfin, même à cette époque-là, il y avait des actes très répréhensibles. On supprime pas les vidéos de Chaplin, on les met pas de côté. Les peintures de Gauguin, on peut pas les cacher. Il y a beaucoup à l'époque, il y avait beaucoup à certains moments, il y a eu moins d'interdits. La morale étant ce qu'elle est, il y a des lois et du moment après, c'était, je crois, je sais pas exactement l'histoire de Polanski, c'était il y a une 30 C'est dans les 70, je crois. Ouais. Alors, il y a eu une première affaire dans les années 70 où là, il y avait une fille de 13 ans qui, au début, elle disait qu'elle était consentante, mais en fait, elle l'était pas. Enfin bref, là, il a plaidé coupable, il a été condamné pour. Et c'est récemment, beaucoup plus récemment, que plusieurs autres personnes, plusieurs autres femmes l'ont accusé de violences sexuelles et d'agressions sexuelles envers elle. Et il y a aussi des accusations de viol, si je m'abuse. Et là, pour l'instant, c'est encore ambigu, ces jugements. C'est est-ce qu'elles sont réveillées après pour obtenir quelque chose ? Est-ce que c'est vrai ou pas ? Et donc là, on est dans un contexte très, très compliqué. Non, moi, je trouve que c'est très manichéen, l'histoire. Le cinéma est fait pour le cinéma. La justice a voté. Je crois qu'il a été emprisonné en Suisse. Ce qu'on lui reproche, justement, par exemple, c'est d'avoir fui certains procès. C'est aussi ça. Oui, il a fui des États-Unis, c'est pour ça qu'il a voilà. en Europe. Il y a ça et il y a le fait des contextes aussi pour lesquels il a fui. Je pense qu'il n'y a pas tout n'est pas aussi simple que ça et que j'ai l'impression que c'est assez manichéen et qu'il y a effectivement la détestation. J'ai relu justement à propos de ça un texte de Natacha Polony
j'ai trouvé assez bien foutu dans Marianne. Natacha Polony ou le texte? Bon, écoute, elle est pas si mal. Allez, je vais finir comme Polanski. Ouais, ça va, elle est majeure, tu peux y aller. Nous sommes radio chrétienne. Natacha, Ah oui, en plus. Natacha, si Non, tu mais m'écoutes. justement, par rapport à la chrétienté de la chose, je dirais que quand il y a une horde de gens sur une seule personne, ça devient malsain. Le problème est toujours posé comme si on ne les dénonce pas et si on continue à consommer leur art, on encourage les pratiques déplorables. C'est ça, en fait, ce qui a été beaucoup reproché, et c'est ce qu'a fait Adèle en quittant la salle, en fait. Je pense que il y a effectivement, elle dénonce Polanski, mais elle dénonce aussi justement toute l'organisation des Césars, toute l'industrie du cinéma qui, en faisant ça, dit non, mais c'est bon, c'est pas grave, il a violé Parce une que fille, on c'est s'en un fout. bon film. Mais justement, est-ce qu'on peut se permettre, en faisant ça, de récompenser un homme qui a commis des crimes, en fait? C'est ça que les... Mais alors, il y a beaucoup. Mais alors, dans ce cas-là, il faudrait revoir toute la Constitution, la judiciarisation. Et puis, je viens de voir justement à propos de ce texte-là parce que justement, je me posais les mêmes questions un peu que toi. Et disait effectivement que Adèle Haenel avait avait parlé de Louis-Ferdinand Céline en disant que c'était un bouquin extrêmement bon, etc. On sait bien qu'il était hyper antisémite de dernière. Voilà. Alors, tu vois, on est dans des conflits qui sont en dehors de la propre personne, de la star qui se lève et qui dit « Oh non, je ne supporte pas ». Il y a un côté hyper manichéen dans cette manière de fonctionner, de l'hétéro-blanc dominant qu'il faut absolument abattre. C'est le mauvais féminisme. Je pense qu'il y a des bons féminismes où les femmes se battent pour des bonnes causes. Et j'ai l'impression que c'est le mauvais féminisme. Voilà. Victor, je vois que tu as Je trouve que là, on est en train de partir dans un débat qui n'est pas du tout celui qu'on a actuellement. Et surtout que c'est pas aussi simple, justement. C'est pas juste du manichéisme idiot et basique de « Ah là, il y a l'homme blanc dominant qu'il faut abattre absolument. Du coup, c'est pas bien de l'attaquer parce que c'est pas parce qu'elles sont féministes qu'elles ont le droit de dire des choses. » Et pour le comparatif de Céline, je trouve ça absolument artificiel parce que Céline était certes antisémite, mais Céline n'a jamais été... Enfin, n'a jamais eu d'affaires judiciaires, n'a jamais commis d'actes véritablement répréhensibles, en tout cas de ce que l'on sait, de ce que je sais. Je dis peut-être une connerie, mais c'est ce que je pense en tout cas pour l'instant. Alors que Polanski, lui, il a une affaire au cul. Il y a des choses qui sont à dire et des choses qui sont à faire. Et lui, en fait, devrait, pour moi, avoir le droit de faire ce qu'il fait, mais qu'on ait conscience que cet homme est aussi celui qu'il est, celui que certaines personnes disent qu'il est. Et pour moi, ce qu'on devrait attendre, c'est la véritable condamnation pénale. Il y a certes une présomption d'innocence, mais le cadre d'un homme aussi puissant que lui dans le monde du cinéma pose une autre question, celle justement des puissants. Parce que c'est pas juste une question d'un mec qui a peut-être ou qui l'a vraiment fait violer une femme, c'est un homme qui a un pouvoir et qui l'utilise pour éviter la prison. Parce que c'est quand même pas... Enfin, c'est quand même pas une coïncidence que ce mec-là ait fait un film sur l'affaire Dreyfus. Parce que c'est un réalisateur, et un réalisateur de son talent surtout, sait ce qu'il exprime par ses films, par les thèmes qu'il choisit et par les films qu'il fait. Et en choisissant l'affaire Dreyfus et cet homme accusé à tort, qui a mis des années à être innocenté, il se présente lui-même par le biais de Jean Dujardin et tous ces acteurs de son film comme un type qu'on devrait laisser tranquille parce que c'est pas un monstre, c'est pas un criminel, et on devrait justement comprendre qu'il est accusé à tort par une sorte de horde populaire qui veut contre lui. Et face à ça, on a l'omerta du cinéma. Et c'est pour ça que le débat est beaucoup plus difficile et que c'est pas en 15 minutes de débat à la radio qu'on va pouvoir changer cette chose-là, c'est parce qu'ils ont tous raison. Il a raison de se défendre, Jean Dujardin a raison de défendre Roman Polanski, mais Adèle Haenel a eu raison de quitter la salle et Florence Foresti a eu raison de faire les discours qu'elle a fait lors de la cérémonie des Césars. C'est l'étudiant de droit qui est sorti. Merci beaucoup. Qu'est-ce que répond l'artiste? C'est vrai qu'effectivement, il faut pas sortir. On va pas passer 2 heures là-dessus. Je pense que il faut pas. J'ai l'impression que il y a une horde. Tout d'un coup, il y a une surmédiatisation pour un truc qui est pas et qu'il faut. Mais ça dépend pour qui. C'est pas. Non, pour certains, c'est important. Ouais, enfin, je sais pas. Non, mais je trouve que c'est très surmédiatisé. Et puis, je pense qu'en fait, du moment où il y a des hordes de gens dans la rue qui se battent, ça fait penser un peu au XIVe siècle, la chasse aux sorcières. Mais tu vois, la raison est toujours supportée par la morale, et cette morale qu'on a instaurée. Et dès qu'on l'a dépassée, ça permet aux gens de dire voilà, tous les hétéros. Parce que quand même, le discours de certaines de ces personnes, ça a été quand même de dire, voilà, les Blancs sont un peu notre ennemi, le mâle blanc hétérosexuel dominant est notre ennemi, on va le combattre.
Mais alors, du coup, ça reprend, ça devient une espèce de grosse masse, comme ça, on ne sait plus trop quoi extraire de tout ça. On n'ose plus rien dire. Si on dit un peu, si on n'est pas tout à fait d'accord, on est mis au pilori. Non, je pense qu'il faut avoir des nuances là-dessus et qu'il faut essayer de débattre et réfléchir autour de... aussi, essayer de faire en sorte que, déjà, il y ait l'éducation, que les hommes soient... Et enfin, vraiment, par rapport au machisme, les hommes aient une éducation pour pouvoir savoir qu'on doit vivre dans une société plus équilibrée, où les femmes ont autant de rôles à jouer que nous, avec un salaire qui devrait être égal au nôtre, parce que c'est pas toujours le cas. Et donc, dans ce cas-là, il faut vraiment se battre pour ça. Mais attention de ne pas faire une guerre déclarée, parce que là, on va tomber dans des noirs et blancs, quoi. Et Victor, tu as quelque chose à dire? Est-ce que, du coup, j'ai quand même envie de revenir sur le thème qu'on a aujourd'hui. Est-ce que, de ce fait-là, l'art se doit d'être amoral? Mais l'art se doit effectivement d'être amoral, parce que quand on me met dans des musées ou n'importe où, les musées m'intéressent assez peu parce que je trouve que c'est un lieu patrimonial. Mais moi, j'ai foutu une sculpture d'ailleurs quand ils ont construit le musée d'art moderne dans les fondations. Pour moi, là, la nuit, il n'y avait personne. J'ai mis une sculpture, pof, je suis parti, ils ont coulé du béton. Maintenant, je sais que mon œuvre était... Je suis le premier à avoir exposé, le dernier à avoir exposé au musée d'art moderne. Mais bon, je vais dire ça, Alain, si tu m'entends, la sécurité, tu sais quoi faire. Non, c'est pour te dire qu'en fait, ça ne se situe pas à l'intérieur, l'art, ni à l'extérieur, mais c'est un lieu intermédiaire, et que tout ce qui est de la création doit pouvoir te permettre de t'exprimer, t'évacuer. Je trouve qu'on est tellement, tu vois, on est tellement dans des violences où tu vois des mecs décapités par la tête, coupés de haut en bas, où tu vois les membres éclatés, qui passent, qu'on peut voir facilement. Et dès qu'on voit un morceau de téton, tout le monde s'exclame. Non, mais alors, il faudra quand même qu'on réfléchisse aussi à ça, quoi. Et peut-être que, justement, ces histoires de harcèlement et tout ça, peut-être qu'ils vont se calmer du moment qu'on va désacraliser aussi le rapport au corps et au sexe. Parce que, si tu veux, c'est aussi ça, le problème, derrière tout ça. Tous les névroses, toutes les frustrations qui sont cachées et qui font que tu as des mecs qui foutent la main au cul directement dans un tram ou ailleurs, ça vient aussi un peu de ce système-là. C'est pas juste une personne qui est tout d'un coup la focalisation dans un lieu qui a du talent. Non, il faut ouvrir tout ça à des débats qui sont plus sur l'éducation, sur ça. Et donc l'art, oui, il faut l'ouvrir au maximum et exposer tout ce qu'on a envie de faire. Et justement, c'est un peu comme Charlie Hebdo et la question d'exposer, de dire sans être assailli par des djihadistes ou, tu vois, ou des gens ou des extrémistes de tous bords. Non, l'art, c'est la possibilité justement de sortir des frustrations, de sortir des choses qu'on a à l'intérieur de nous et qui nous permettent peut-être de plus s'équilibrer soi-même. On est tous un peu névrosés, mais quand même. Pierre? Et du coup, donc, l'art, effectivement, donc j'ai posé énormément de questions dans ma chronique. L'art se doit d'être amoral, en fait, de ne pas être un autre carcan de la morale. Mais est-ce que, du coup, pour revenir à l'exemple actuel de Polanski, là, est-ce que les Césars, donc l'organisation, le jury, a eu raison de lui remettre ce prix parce qu'en faisant ça, ils ont quand même clairement honoré, ils l'ont mis sur le devant de scène, ils ont dit, en un sens, toi, t'es un génie, parce que pour recevoir un César, il faut quand même être extrêmement doué en cinéma. Et en ce faisant, est-ce qu'ils n'ont pas quand même, pour le dire très simplement, est-ce qu'ils n'ont pas un peu abusé? Est-ce qu'ils n'auraient pas mieux fait de le donner à un autre et dire ok, fais ton film, mais on va pas quand même te mettre sur le devant de la scène? Non, mais tout simplement, c'est des gens de cinéma. Ils l'ont fait de leur côté. Ils avaient des jurys, ils en avaient plusieurs. D'ailleurs, il y avait des votants, je crois, je sais plus combien. Il y a une démission aussi. Voilà. Et donc, ils l'ont fait par rapport au cinéma. Parce que s'ils le faisaient par rapport à la pression de la rue, où justement les milliers de personnes qui étaient dehors en gueulant. Alors dans ce cas-là, on ne fait plus rien, on fait plus de cinéma, on fait plus de. Enfin, je veux dire, moi, ça m'intéresse pas les cérémonies de César, des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, je suis pas pour les prix, je trouve que ça sert à rien. Mais dans le contexte tel qu'il est, alors dans ce cas-là, il faut regarder la pression extérieure pour se dire, lui, je peux lui donner un truc, lui pas. Comment on fait ? C'est ce que je disais, voilà, effectivement, là, la ligne sur la pédophilie, elle est assez claire, on est tous du même côté, normalement. Mais est-ce que, justement, quand la ligne sera plus ténue, comme on disait, un truc anti-vegan, quand on voit jusqu'où les végans peuvent aller, un mec qui dit ouvertement la France aux Français, l'Algérie aux Algériens, le Maroc aux Marocains, la Chine aux Chinois, nationaliste, quelqu'un qui est anti-mariage pour tous, qui en théorie sont des opinions
plus accepté. Voilà, là, si je dis maintenant que j'emmerde tous les véganes, en théorie, je vais pas me faire massacrer comme si je confessais un crime. Tu vas pas te faire d'amis, mais... Voilà, mais en théorie, je vais pas me faire buter. Est-ce que le moment où on va arriver à cette ligne beaucoup plus ténue, si on a instauré la morale, il y en a qui vont dire « Oh ouais, non mais attends, ça aussi c'est censé dégager », c'est là qu'on va se retrouver dans une vraie censure et que Joseph Goebbels va reprendre du service. Mais si on revient sur ce que tu as dit, que tout l'art devrait être mis en lumière, c'est aussi une bonne chose parce que quand on met quelque chose en lumière, ça permet de ressortir plein de négativité et positivité de l'opinion publique. Si par exemple tu dis que si on sort une pièce d'art de quelqu'un qui est anti-végan, on verra combien de gens dans le public sont vraiment influencés par ça. Et c'est probablement mieux de faire sortir ces émotions que les cacher. Nous sommes presque hors du temps, mais du coup, Victor, la dernière réplique. Dernière question, plutôt, c'est comment est-ce qu'on reconnaît le talent d'un artiste ? Déjà, est-ce qu'un artiste se doit d'être talentueux ? Parce qu'on peut prendre, par exemple, les grands tableaux qu'il y a à Londres, dans un musée classique, des tableaux du XVIIe absolument magnifiques, d'un talent d'un peintre à l'huile qui a pris des jours et des jours pour faire ses œuvres, ou un mec qui a simplement eu la bonne idée de scotcher une banane sur un mur blanc, pour reprendre l'exemple idiot, et celui qui a eu la bonne idée de la manger en disant que c'était un happening. Est-ce que l'art, c'est le talent matériel du mec qui sait tailler quelque chose, par exemple, ou c'est simplement avoir la bonne idée au bon moment ? Ah, bonne question. David ? Très bonne question, mais c'est vrai que... Plus proche du micro. Pardon. Oui, non, je pense qu'effectivement, d'abord les salons, enfin bon, il faut y passer, mais c'est anecdotique l'histoire de la banane aussi. Même c'est là où on revenait avant sur l'histoire de la spéculation. Voilà, on joue sur le. C'est pas ça pour moi enfin, je trouve pas que c'est ça qui est intéressant dans l'art. Tu reconnais. On parlait de subjectivité. C'est Kant a défini dans sa philosophie la subjectivité de la relation à l'œuvre d'art. C'est toi qui l'as construit en fonction de ta vie, ta culture. Alors on pourrait dire très bien que les Schtroumpfs peuvent s'exposer parce que ça fait partie de l'imaginaire populaire, mais c'est pas de l'art en soi, puisque on va dire, c'est plus de l'artisanat. Donc l'art, c'est quelque chose qui fait que on a envie de raconter des choses, les partager. Parce que de toute façon, il faudra les partager. L'artiste qui vit tout seul dans son atelier pour faire les trucs et qui dit au revoir à tout le monde, ça n'existe pas. À un moment donné, on sait qu'on va les voir. Donc, ça raconte des choses, ça raconte des histoires sur la vie telle qu'il la vit au quotidien et telle qu'il la projette aussi dans le futur. Je peux parler... la question n'est pas simple, mais en fait, grosso modo, une œuvre d'art, quand on la construit avec son histoire à soi. Et elle parle du monde parce on n'est pas clôturé de ce monde. Ce monde-là, on le voit autour de nous. Et quand on sort quelque chose, ça touche les gens ou ça les touche pas. Peu importe. Après, on la vend ou on la vend pas. Après, si ça tombe dans un milieu de galeristes et un système financiarisé de l'art, ça n'a pas d'intérêt. Ça ne veut pas dire que parce que le gars qui touche 100 millions est un génie. Non, c'est parce qu'il s'est bien vendu. C'est du marketing. C'est pas la même chose. Donc l'œuvre d'art est toujours subjective. Tu vas aimer une œuvre, ça sera toi et ta relation avec l'artiste et avec l'œuvre que tu vas acheter. Merci David Durstel. Jeunesse, culture, vie locale, débat. Votre émission radio, y a rien à voir. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode d'Il n'y a rien à voir. Nous avons pas mal discuté et si jamais vous voulez rejoindre ce débat, vous pouvez le faire sur notre page Facebook intitulée Il n'y a rien à voir. Si vous voulez réécouter ce débat, notre épisode sera disponible sur SoundCloud et YouTube également. Merci à David Durstel d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que David est un artiste et si vous voulez découvrir un peu plus son travail, rendez-vous sur son site personnel daviddurstel.org. Il est toujours actif ? C'est exactement ça, Annette. Oui. Très bien, merci encore David. Merci de ton invitation. Et merci aussi à notre Dream Team, Victor et Pierre, pour vos chroniques et pour avoir participé activement. La semaine prochaine, nous ne serons pas là, mais ne craignez rien, on ne va pas vous laisser sans rien à voir. Merci et tout le monde dit au revoir. Au revoir. Ciao. Allez. Jeunesse, culture, vie locale, débat. Votre émission radio, y a rien à voir.